Homme des livres. Et ce livre, là, on était donc en train d'évoquer le premier chapitre qui s'ouvre avec le récit de Liat, qui dit que dans l'émission du Mossad, les femmes accomplissent les mêmes tâches que les hommes. Vous confirmez cela? Oui, pas seulement sur le plan d'espionnage, mais comme j'essayais de dire avant d'être arrêté par l'écho, je veux dire que c'était une femme qui finalement a tué Hassan Salameh, le prince rouge, qui était l'officier d'opération de Septembre Noir. Et ça nous donne seulement un petit exemple de ce que les femmes font et ont fait au Mossad. D'autre part, nous avons aussi un autre exemple où 3 jeunes femmes viennent un jour en 2008 et ils ont réussi à pénétrer dans la chambre du chef de la commission nucléaire syrienne. Elles ont réussi à pénétrer dans son portable, dans son téléphone portable, et ils ont découvert 36 photos inédites, jamais vues, du réacteur nucléaire que la Syrie était en train de construire dans le plus grand secret. Et voilà qu'elles ont découvert ceci. Olmert, le Premier ministre. Alors, vous ne donnez pas de date, notamment pour les différents récits, mais notamment dans ce premier récit qui concerne la menace nucléaire en Syrie et où se trouvent impliquées plusieurs femmes, mais on sait que ça se passe sous le mandat de Ehud Olmert. C'est lui qui prend cette décision. Mais j'ai même la date de cette opération. Qui s'est effectué le 7 mars 2007. Voilà. Olmert est Premier ministre, en effet. Il reçoit ces photos. Il est ébahi parce que jamais on n'a pas cru que les Syriens vont construire un réacteur nucléaire. Il s'envole pour Washington. Il demande au président George Bush de bombarder immédiatement ce réacteur. C'est un danger pour toute la région et pour le monde entier. Si les Syriens, vous savez, qui n'hésitent à employer des gaz et des armes interdites, s'ils ont une arme nucléaire, ça sera une autre histoire. Bush refuse et Olmert lui dit alors c'est moi qui va faire ce qui est nécessaire pour l'existence d'Israël. Et 15 jours plus tard, les avions de l'armée aérienne arrive en Syrie pendant la nuit et rase le réacteur nucléaire jusqu'au sol. Et c'est fini avec cette histoire. Les Syriens jamais n'ont dit pas un mot là-dessus. Et c'est toujours naturellement le Premier ministre, en l'occurrence, M. Olmert, qui prend ce type de décision. Oui. Il espérait. Maintenant, George Bush a dit j'aime ce gars parce qu'il est fort. Excuse-moi pour l'expression. Il a des balles, celui-là. Alors, moi, je l'aime bien. Mais Bush, d'autre part, ne voulait pas, disons, impliquer l'Amérique dans cette histoire. Alors, c'est Olmert qui a... Alors, vous dites qu'il y a une supériorité des femmes sur les hommes au Mossad. C'est une de ces Amazones qui vous l'explique. Si vous apercevez un homme seul la nuit au coin d'une rue, vous le trouverez sûrement suspect. Mais si c'est une femme, vous aurez surtout envie de l'aider. En effet, oui. Et c'est peu à peu le Mossad a découvert ceci. Peu à peu, le Mossad a découvert que les femmes passent au-dessous du radar, qu'elles traversent les frontières d'une façon beaucoup plus facile, parce qu'elles ne sont pas suspectes. Et puis, ils ont commencé à découvrir les qualités spéciales des femmes. Par exemple, elles n'ont pas ce que toi, Shlomo et moi, nous avons, l'ego. Elles n'ont pas d'ego. L'ego, c'est le plus gros problème pour nous.
Mais elles ne l'ont pas. Bon, Elles parlez sont pour beaucoup plus... vous, moi Tu peux j'assume. pas. Mais de toute façon, ces femmes-là sont beaucoup plus concentrées sur le sujet, sont beaucoup plus sérieuses et ils ont beaucoup plus d'intuition et de sens d'improvisation. C'est extrêmement important parce que dans toutes les opérations du Mossad, l'équipe qui va les faire reçoit une feuille qui dit qu'est-ce que vous allez faire si quelque chose d'imprévu arrive. Et on ne peut jamais imaginer ce qui peut arriver. Les femmes sont beaucoup plus rapides et sont beaucoup plus, disons, intelligentes dans le domaine de trouver une solution improvisée. Elles ont aussi un sang-froid qui parfois étonne les hommes. Alors, le Mossad, finalement, c'est pas cette image qu'on avait jusqu'à maintenant de James Bond, vous savez, très fort, costaud, brave, très intelligent, qui font des choses incroyables. Il y a aussi énormément de femmes. N'oubliez pas que l'année dernière, 47% des nouvelles recrues du Mossad sont des femmes. Elles sont pas seulement dans les équipes opérationnelles, elles sont dans la radio, dans le cyber, dans l'électronique, dans tous les domaines possibles. Alors, Michael Bar-Zohar, il y a une chose que vous... il y a aussi une image comme ça des femmes au Mossad qui courent, et vous êtes très formel là-dessus. Il n'y a jamais eu de demande d'ordre physique ou sexuel, ou quand il y en a, ce sont des agentes extérieures, d'anciennes prostituées par exemple. Par contre, la règle apparemment, c'est qu'on peut jouer de sa féminité, ça n'est pas interdit, mais pas aller plus loin que ça. Exactement, pas aller plus loin. Et quand nous voyons, quand le Mossad voit que, disons, notre cible, c'est l'homme qu'on veut charmer, deviennent trop demandants de cette femme, on les change, on la renvoie et on amène quelqu'un d'autre à sa place. C'est pour cela, il y a eu un seul cas avec une fille qui était partie à Londres où elle a, sans le vouloir, elle a, disons, charmé l'homme qu'on cherchait. Elle a reçu l'ordre de ses supérieurs de continuer de le voir, d'accepter ses caresses, de l'embrasser, bien que ça l'a dégoûté. Et alors, ça, c'était contraire aux règles du Mossad. Et au bout de quelques temps, elle a quitté le Mossad. Elle est venue voir le chef du Mossad, Dani Yatom. Elle lui a apporté tous les documents. Il a vérifié son dossier. Il a dit, elle a tout à fait raison. On lui a fait faire une chose que le Mossad ne se permet pas. Et on lui a payé des indemnités très élevées. Ce qui était un exemple qu'est-ce qu'on ne fait pas dans le Mossad. Et comme vous disiez auparavant, quand on a besoin de quelqu'un qui sera extrêmement proche et intime avec un chef terroriste, on emploie... Alors, c'est une prestataire de service. Oui. Alors, pas des... Dans l'histoire de Cindy et de Mordechai Ouanounou, que vous racontez en détail, là en l'occurrence, elle a usé de ses charmes quand même pour développer sa liaison avec lui. Par un ordre de son commandant et contre sa volonté. Mais elle a fait ce qu'on lui a dit de faire, bien que cela l'a dégoûté. Elle ne voulait pas. Mais elle a reçu l'ordre, elle l'a fait. Et après, elle a été vraiment indemnisée. Alors, il y a beaucoup de ces histoires qui datent d'avant la création de l'État d'Israël, comme celle de Yolande en Égypte ou celle de Shula au Liban. J'imagine que vous avez eu plus facilement accès à ces récits qu'à des histoires plus proches de nous. Quand même, quand j'ai vu Liat, elle était encore en action. Liat est toujours active. Ou bien les 3 filles dont je parle avec le réacteur syrien à Vienne, elles sont toujours en action. Et puis, nous avons un chapitre sur une femme qui s'appelle
qui a quitté le Mossad tout récemment, et nous espérions qu'elle serait un jour le chef du Mossad. Et malheureusement, elle a quitté après quelques années à une position extrêmement importante. Et quand je lui ai demandé, mais écoutez, vous étiez candidate à arriver beaucoup plus haut, elle m'a dit, oui, mais vous savez, il y a une chose, à part le patriotisme et le courage et l'improvisation que nous, femmes, devons avoir, c'est une petite étincelle dans les yeux. C'est un petit goût de l'aventure. Elle a dit, moi, j'ai perdu. Je me suis réveillé un jour, il n'y avait plus cette étincelle. C'était déjà la routine. Ça, je ne voulais pas. C'est pour cela qu'elle a quitté d'ailleurs. Alors, question de Steve. Qui arrivait d'être numéro 2 du Mossad. Aliza Magen, qui est toujours en vie près de chez nous, elle est devenue le numéro 2 du Mossad pendant plusieurs années, sous plusieurs chefs du Mossad. Et quand elle a été nommée à ce poste, personne dans le Mossad n'a été étonné. C'était tout évident que cette femme-là mérite d'être numéro 2 du Mossad. Il y a une chose, en vous entendant, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui a changé quand même, c'est qu'il y a moins de secrets autour. Les gens parlent plus facilement, puisque vous dites que Liad vous parle, et ça fait penser à cette... vous connaissez l'anecdote qui courait sur le type qui monte au premier étage d'un immeuble et qui dit « Monsieur Finkelstein est là ?» On lui dit c'est pourquoi? Il dit « Les carottes sont cuites ». Il dit « Ah, ça doit être Monsieur Finkelstein du Mossad, c'est au 2e étage. » Vous connaissez cette histoire? Bien sûr, bien sûr. Shlomo, ma réponse est très simple. Si vous auriez vu les rayures par la censure dans le manuscrit, ce qu'on n'a pas pu publier, vous allez comprendre que nous n'avons pas mis personne en danger. Vous savez, quand je m'approche d'un livre de ce genre, je sais très bien que c'est très, très dangereux parce que en publiant un nom, une adresse, une date, vous pouvez amener à la mort des gens, qui se trouvent en situation extrêmement précaire. C'est pour cela que quand je fais un livre comme ça, les magasins du Mossad, ça part à la censure, qui passe au peigne fin, chaque ligne, chaque mot, chaque nom. Et c'est très important. Et si je vous disais que dans le livre, nous révélons seulement le sommet de l'iceberg, c'est vrai, mais c'est très bon. Ça doit être comme ça. Il y a un tas de choses qui doivent rester secrètes. Et vous savez, parfois, c'est pour des dizaines d'années. J'avais une amie qui s'appelait Yael, qui est dans le livre, qui est une des héroïnes du livre. Elle vient de mourir il y a 2 mois. Yael a fait des choses incroyables. Elle a passé 14 ans dans des villes arabes, dans des villes des pays ennemis. Et le chef du Mossad m'a dit, si on lui donnait toutes les médailles qu'elle a dû recevoir pendant son service, il n'aurait plus de place sur sa poitrine. Alors Yael est morte à l'âge de 84 ans. Jusqu'à sa mort, son vrai nom n'a pas été publié, qui était n'a pas été publié, son adresse n'a pas été publiée. Et moi, j'ai pris une photo avec elle et son mari, il y a 6 mois, et la censure me dit non, on ne peut pas publier cela. C'est toujours un secret. Question de Steve. Je rebondis, Michael Barzouar, sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les femmes au sommet du Mossad. On a beaucoup glosé ces dernières années sur l'avenir politique de l'ancien chef du Mossad, Yossi Cohen, qu'on surnommait d'ailleurs le mannequin, ce qui prouve que les charmes sont aussi parfois du côté masculin. Est-ce que vous diriez qu'on pourrait voir un jour assez prochain une femme à la tête du Mossad, voire même une femme du Mossad qui poursuivrait ensuite une carrière politique au plus haut sommet de l'État israélien? Certainement. Je vous dirais que Yossi Cohen, que vous avez mentionné maintenant, m'a dit que son plus grand rêve est de voir un jour une femme à la tête du Mossad. Il a dit pourquoi il doit y avoir une femme à la tête de la CIA américaine ou de la MI6 britannique, et pourquoi pas dans le Mossad. Alors, comme je disais avant, nous sommes arrivés au point où il y a eu déjà une femme numéro 2 du Mossad.
pendant plusieurs années. Et nous espérons tous, aussi bien le Mossad, qu'un jour, une de ces femmes sera le chef des services secrets israéliens. Et après, comme Yossi Cohen, elle peut aller et faire n'importe quoi, y compris une carrière politique. Parce que nous avons, vous savez, 2 générales qui sont des femmes, qui sont dans l'armée, dans la Knesset aujourd'hui. Pourquoi pas? Si des femmes qui peuvent être générales dans l'armée et membres de la Knesset, pourquoi pas une ancienne du Mossad? Alors, il y a Michael Bar-Zohar, cette histoire plus connue de Wolfgang Lotz, homme du Mossad au Caire, et de sa femme. Il y a la participation de Yehudit à l'enlèvement d'Eichmann en Argentine, sous l'égide d'Isser Harel. Au fond, si on vous a bien lu, c'est Isser Harel qui a été, qui a poussé à engager davantage de femmes au Mossad. Isser Harel a commencé ce processus. Yehudit, comme vous avez dit, Aliza Maguet, qui est devenu l'ordre du chef du Mossad, c'est Isser Harel qui a commencé sa carrière. Et après, il y a eu un moment où le chef du Mossad, Tzvi Zamir, m'a dit, tu sais, quand j'ai reçu le Mossad, il y avait dedans des gars formidables qui parlaient très bien de l'hébreu et le yiddish. Il dit, mais avec l'hébreu et le yiddish, on ne peut pas aller très loin dans un pays arabe. Alors, ils ont commencé à chercher des gens qui ont la base de leur résistance a été une base étrangère. Et surtout, les femmes. Nous avons un des chefs du Mossad qui s'appelait Mikmai Karari, qui a mobilisé plusieurs femmes. Et vous allez voir, Shlomo, elles viennent de partout dans le monde. De l'Uruguay, de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne, des États-Unis, du Canada, du Liban, de l'Égypte, de partout. Et ce sont des femmes qui ont un patriotisme très très fort, très simple, et beaucoup de courage. Il y a l'histoire aussi de Dina et de Sami, une nuit à Téhéran que vous racontez. Les journaux d'ailleurs qui ont beaucoup parlé de votre livre ont publié cette histoire parce que finalement c'est l'histoire la plus proche de nous et la plus spectaculaire En effet, oui. Dina, je vais vous donner un exemple pour réponse. L'année dernière, le président d'Israël, Rivlin, a donné le prix national de défense et sécurité au Mossad. Pourquoi? Parce que le Mossad avait accompli cet acte incroyable d'avoir volé les archives nucléaires iraniennes. Et qui a reçu le prix des mains du président? Une jeune femme. Et la photo que nous avons, c'est le président Rivlin, Premier ministre président Netanyahou, chef de l'armée Kochavi, et devant eux, photographié du dos, une jeune femme qui vient recueillir le prix, parce qu'elle avait participé à une position très importante dans l'opération à Téhéran. Alors, dernière question, je reprends l'interrogation de Steve. Est-ce que vous pouvez nous donner un délai? Vous êtes un excellent connaisseur de ces choses-là. C'est d'ailleurs pas le premier livre que vous consacrez au Mossad, et là c'est avec un grand spécialiste au surplus. Est-ce que vous pouvez nous dire un jour, une date où on peut imaginer qu'une femme soit portée à la tête du Mossad? Ça peut arriver dans combien de temps? Quelque chose de Mossad. Vous avez entendu la question, Michael? Ah, on a perdu Michael. Petit problème technique. Petit problème technique. Michael, on peut vous récupérer pour 30 secondes puisqu'on arrive au terme de l'émission. Je ne sais pas si on aura un jour une date pour cette nomination. C'est trop secret, trop confidentiel. Attendez. On a entendu sa voix là, non? Si?
Non, alors il nous a quittés. Il était en visioconférence depuis son appartement à Ramat Aviv, et donc ça sera pour une autre fois. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, qui recevait aujourd'hui Michael Bar-Zohar, co-signataire avec Nissim Michal du livre Les Amazones du Mossad aux éditions Saint-Simon. Bonne journée à tous.